Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la psychologie et sur les deux concepts fondamentaux en psychologie de base qui sont très intéressantes. Tout d'abord, on va commencer par une définition de la psychologie. La psychologie, c'est l'étude des phénomènes mentaux, spirituels. C'est tout ce qui est l'esprit, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, sentiments, émotions. On va parler de deux concepts clés de base dans cette vidéo. Ça va être déjà, on va parler de Freud, qui est un personnage clé dans la psychologie, qui est le père fondateur de la psychanalyse. Et on va parler du concept d'inné et d'acquis. Qu'est-ce qui est inné qu'on a naturellement et qu'est-ce qui est acquis qu'on va avoir au fil du temps. C'est très compliqué à faire la différence, vous allez voir. Du coup, on va commencer par Freud. Alors, Sigmund Freud, il est né en 1856 en Tchéquie et il meurt en 1939 à Londres. Il est le père de la psychanalyse et il est connu pour la théorie freudienne, le complexe d'Oedipe, et pour avoir découvert l'inconscient. Si on commence par la base de la psychanalyse, Freud, il définirait la psychanalyse comme l'inconscient, du coup notre subconscient, notre inconscient, qui définirait tout de notre personnalité, ou quasiment tout. Donc selon lui, la manière dont on est vient surtout de l'inconscient. Freud, il découvre l'inconscient, il découvre ce monde-là d'inconscient lorsqu'il va traiter de certains patients qui ont des crises d'hystérie vraiment très grandes, mais qui n'ont aucun symptôme. Vous voyez, qui n'ont pas de problème, que niveau médecine, niveau biologie, tout va bien. C'est juste, ils sont mal, ils sont suicidaires limite, ils se disent en souffrance, ils ont tout ça, mais physiquement ils ont rien. Selon lui, ça viendrait plus du subconscient, de l'émotionnel, et c'est plus profond que, on va dire, le corps. Ils ont inconsciemment des douleurs, ils ont des choses qui sont refoulées en eux et qui se manifestent sous forme de symptômes. C'est ça son explication. Il dit que les souvenirs qui sont chassés par le patient, parce que voilà, ils sont très enfouis, très refoulés, et que le patient ne veut même pas l'admettre, ils reviennent sous forme de symptômes. Il observe également que les patients, ils sont en totale contradiction avec eux-mêmes. Ils disent par exemple qu'ils veulent arrêter telle ou telle chose, mais leur comportement indique tout le contraire. Donc déjà là, il se dit qu'il y a un problème plus profond et que ça vient du spirituel, ça vient de l'émotionnel, ça vient de quelque chose d'inconscient, quelque chose dont on est inconscient, mais qui existe et qui est très refoulé. Et c'est pour ça que les crises d'hystérie sont là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir visiblement que c'est pas biologique, que c'est pas physiologique et qu'il n'y a pas de lésion visible. Et du coup, c'est là où Freud a développé ce terme de refoulement. Donc pour lui, le refoulement, c'est lorsqu'une personne a un désir très profond, le désir peut être de toute nature, ou un souhait, où il a une pensée qui est bel et bien là, mais ce désir-là est considéré comme immoral. Et c'est pour ça que le patient refoule ce désir, mais le désir, il est bel et bien là, et il faut qu'il se manifeste sous d'autres formes. Donc c'est pour Freud, le refoulement, c'est ça, c'est quand on a un désir très grand, qui est là, très profond, mais à cause de sa nature immorale, on l'enfouit en nous. On veut le supprimer de force, mais il ne se supprime pas puisqu'il est bien là. La personnalité de l'individu, selon Freud, se divise. Parce que du coup, l'individu veut conserver son intégrité et refuser de voir le désir qui est bel et bien là. Donc c'est là que Freud il se dit que du coup le refoulement c'est une fausse solution parce que du coup ça mène à des maladies, à des symptômes. Donc selon lui la solution c'est de vraiment reconnaître ce désir, de plonger au plus profond de soi-même, de plonger dans son passé, de prendre la source du problème, de reconnaître ce désir, de faire face et de résoudre le désir en l'ayant en tête, vous voyez, mais pas en se mentant en soi-même, pas en le refoulant et pas en essayant de le supprimer de force. Donc pour Freud, la solution aux crises d'hystérie de ses patients était de les confronter à ces désirs enfouis. Et c'est là que Freud va développer sa théorie freudienne avec le complexe d'Oedipe et qui va aller jusqu'à dire que le refoulement il commence très tôt. Il commence lorsque l'enfant ressent du désir entre guillemets pour le parent de sexe opposé et de la haine envers le parent du même sexe. Donc ça c'est la théorie freudienne, c'est le complexe d'Oedipe. Donc pour Oedipe, un enfant assez jeune, il va rivaliser avec le parent du même sexe pour le parent du sexe opposé. Après il faut faire une nuance, bien sûr le désir adulte
et le désir dont on parle là dans le complexe d'Oedipe, c'est différent. Le désir adulte, c'est plus centré sur les zones génitales, c'est plus centré sur voilà, ce qu'on connaît, le charnel. Le désir enfantin, là, c'est plus, par exemple, ça peut être la bouche, juste la peau, ça peut être juste cette envie-là de rivaliser, cette envie-là de conquérir le parent du sexe opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire bien attention avec les termes, c'est pas le même désir que nous connaissons. Donc pour Freud, le refoulement se passe juste après cette période-là de l'enfant où il rivalise avec son père ou sa mère pour son père ou sa mère. Et du coup, c'est là où l'enfant va se rendre compte que c'est très mal et qu'il va ressentir beaucoup de dégoût pour soi-même, beaucoup de honte, et il va tout refouler. Bien sûr, ça se passe inconsciemment, c'est pour ça que voilà, on se souvient de rien selon Freud. Mais du coup, oui, c'est comme ça qu'il explique que voilà, l'enfant il va tout refouler en lui-même. Et généralement, ça c'est juste avant la puberté. Et donc du coup, après ce stade-là, l'enfant ou le préadolescent, il ressent une honte, il ressent une gêne. Et il va mettre en pause tout désir, tout envie de rivaliser, tout, voilà, tout ce monde-là, il va le mettre en pause. Et après un certain temps, ce monde-là va revenir, mais il va prendre pour objet de désir quelqu'un d'extérieur. Une opposition à Freud, ça a été Carl Jung. Carl Jung, qui était un médecin et psychiatre suisse, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais lui, il s'est fermement opposé à Freud et à sa théorie. Selon Carl Jung, tout n'est pas lié à la sexualité ou à voilà, cette envie de rivaliser ou alors cette envie de plaire ou voilà, bref. Pour lui, ça n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, tout le monde, tous les enfants ne passent pas par là parce que pour Freud, il faut préciser que Freud, il considère que tout le monde, tous les enfants passent par cette étape-là. Pour monsieur Carl Jung, qui est du coup un médecin suisse, il va à l'opposé de ce que Freud dit et il dit que non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. S'il y a refoulement, s'il y a des choses qui sont enfouies, ça peut être culturel, social, ça peut être influencé. Donc Carl Jung, il voit pas les choses de la même manière que Freud et ça a été un de ses plus grands, on va dire, opposants, en tout cas dans ce sujet-là. Voilà, du coup pour Freud c'était à peu près tout. J'ai fait le tour de sa théorie, j'ai fait le tour du subconscient, j'ai fait le tour de un de ses plus grands opposants. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Êtes-vous plutôt de l'avis de Freud ou de l'avis de Jung? Un deuxième élément fondamental en psychologie, c'est inné et acquis. Donc hérédité et milieu. Inné, ça fait référence à l'hérédité, donc ce qu'on a à l'intérieur de naissance. Et l'acquis, ça fait référence au milieu, ce qu'on a qui est influencé par l'extérieur. La question c'est si plusieurs générations d'une même famille échouent niveau scolairement, est-ce que c'est parce qu'ils sont... Est-ce que c'est héréditaire, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis parce que c'est influencé par le milieu? En ce qui concerne ce sujet-là, il y a deux grandes manières de voir les choses, l'héréditarisme et l'environnementalisme. On va commencer par l'héréditarisme. L'héréditarisme, c'est une manière de voir les choses un peu pessimiste, un peu négative. C'est ce qui dit que nous, dans la vie, on est rangé selon nos capacités qu'on a de naissance, selon nos capacités naturelles. C'est-à-dire que si on est doué de naissance, automatiquement, dans la vie, on va finir par être dans un milieu positif. Si on n'est pas doué, automatiquement, on sera dans un milieu négatif. Mais selon les gens qui ont cette vision. Ça n'a rien à voir avec le milieu. Le milieu n'influence rien, c'est nous qui influencions et qui agissons sur notre milieu. Si je peux donner un exemple, c'est par exemple le psychologue américain Jensen qui a une approche assez spéciale. Pour lui, ça sert à rien, je cite, d'offrir des cours de soutien à des personnes par exemple qui sont de couleur noire de peau parce que pour lui, ces personnes-là sont limitées naturellement. Voilà, donc lui, c'est sa manière de voir les choses. Il dit que voilà, si de naissance tu n'as pas ce qu'il faut avoir, ça sert à rien que le milieu agisse sur toi parce que ça n'aura pas d'effet. C'est sa vision à lui par exemple, c'est une vision héréditariste. Maintenant, une autre approche un peu plus optimiste, l'environnementaliste, c'est ce qui consiste à dire que qu'il faut agir sur le milieu, sur les facteurs extérieurs pour pouvoir développer la faculté de chacun et que rien n'est fatal, tout peut être tout le temps amélioré. Par exemple, en améliorant le système scolaire, en améliorant le système éducatif, culturel, en mettant la personne dans le bon endroit avec les bonnes personnes, tout est possible. Donc l'environnementalisme, c'est tout est possible. Il y avait une recherche sur deux classes, on va dire la classe A et la classe B. Dans la classe A, le professeur, c'était un professeur qui traitait les élèves comme des génies, qui arrêtait pas de leur répéter que tout va bien se passer, qu'ils sont très bons, qu'ils sont très doués, qu'il avait confiance en eux et que voilà, il n'avait pas de préoccupation pour eux parce qu'il savait qu'ils allaient réussir.
Et dans la classe B, le professeur était tout le temps de mauvaise humeur. Il dénigrait les élèves, il les rabaissait et il leur faisait clairement comprendre qu'ils étaient nuls. Et du coup, faut savoir voilà, que les classes étaient mixtes. Et du coup, ce qu'ils ont découvert lors des résultats, c'est que la classe A a beaucoup mieux performé que la classe B. Après, il y avait des exceptions, mais en général, la classe A beaucoup mieux fait. Et la classe A, il y avait voilà, cette bonne ambiance qui régnait. Et les élèves avaient confiance en eux. Donc ça, c'est un exemple comme quoi le milieu extérieur peut t'aider ou te défavoriser par rapport à tes capacités. Ça, c'est un argument pour l'environnementalisme. Vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt au point de vue héréditaire ou environnement? Et du coup, la limite en psychologie, c'est de se détacher de ces deux points de vue pour être le plus objectif possible et voir lequel vraiment est la vérité, lequel vient de l'inné et lequel vient de l'acquis. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je voulais juste vous faire le tour de ces deux concepts de base en psychologie parce que je trouve que la psychologie c'est très intéressant. En tout cas, merci d'avoir été la vidéo et à bientôt.